raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une tuerie absolument énigmatique et sur laquelle des dizaines et des dizaines de chercheurs se perdent en conjecture depuis près de 20 ans. La tuerie de Columbine aux États-Unis. 2 gamins de 17 et 18 ans qui dézinguent les élèves de leur lycée qui avaient en projet de les tuer tous, qui finalement en tuent 13 avant de se suicider. C'est l'histoire qui a inspiré le fameux film de Gus Van Sant, Elephant. Je vais vous la raconter minute par minute, et après nous aurons bien entendu besoin de la débriefer avec mes 2 invités qui connaissent bien les États-Unis, et notamment les États-Unis de cette époque. Marie-Cécile Nave, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes une spécialiste des États-Unis, et je signale votre dernier livre sur Donald Trump, bien sûr, Trump, la revanche de l'homme blanc, aux éditions textuelles. Et puis Gérard Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-américain et vous dirigez un blog qui s'appelle France-Amérique. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Cédric Lastenay, réalisation signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous sommes le 20 avril 1999. Il est près de 11h du matin. Je vous plante le décor, on est dans le Colorado, aux États-Unis, près de Littleton. Décor de série américaine, des lotissements à perte de vue, des jolies maisons en bois, des petits jardins, des barbecues, pas de clôture bien sûr, des grosses voitures garées devant. L'Amérique, quoi. L'Amérique. Et maintenant, suivez-moi. Je vous amène là où ça va se passer, devant le lycée de Columbine. Un grand lycée moderne, genre grand cube en verre. Venez, et mettez-vous dans un coin du parking, pas trop près, hein, un peu en retrait. Vous voyez là, le gars qui arrive dans sa Honda Civic et qui se gare. Il s'appelle Eric Harris. Il a 18 ans, il se gare mais il ne descend pas de voiture. Et là, la BMW noire qui passe le portail là, ça c'est Dylan Klebold, 17 ans. Il va se garer à l'autre bout du parking. Et maintenant, regardez cet élève-là qui fume sa cigarette dehors. Tiens, il s'avance vers la voiture d'Eric Harris. Ils sont copains tous les deux. Enfin, ils sont à nouveau copains. Ils s'étaient embrouillés l'année dernière, mais bon, ils ont fait la paix. Eric, ça va mon gars? T'es pas en cours ce matin? Non, t'inquiète, rien de grave. Y a un problème? Mais non, je te dis. Allez Brooks, je t'aime bien, mais... Allez, pars. Rentre chez toi, vas-y. Maintenant, il est 11h15. Et à 11h15 précise, Eric Harris et Dylan Klebold descendent chacun de leur voiture. À la jumelle, vous verriez qu'Eric porte un t-shirt blanc, sur lequel il est écrit « Natural Selection », sélection naturelle. Et Dylan, lui, un t-shirt noir, avec écrit « Worse », colère. C'est leur programme, en quelque sorte, pour les minutes à venir. Ils sont en colère et ils vont procéder à une sélection naturelle. En tout cas, c'est leur manière de voir les choses. Donc, ils descendent de leur voiture, ils vont vers la cafétéria. Ils ont chacun à la main un sac de sport, et dedans, il y a 2 bonbonnes de gaz propane, 9 kilos chacune, 2 bombes. Ils entrent dans la cafétéria, blindés de monde, c'est l'heure de pointe. Il ne reste pas longtemps, et les voilà d'ailleurs qui ressortent. Ah, ils n'ont plus leur sac à la main. Ils l'ont oublié? Non, ils ne l'ont pas oublié. Car voici leur plan. Dans 2 minutes, à 11h17 précise, les 2 bombes qu'ils ont placées dans ces sacs vont exploser. Ça va être la panique, c'est sûr, avec tout le monde qui est à la cafette. Et après, ta, ils butent tout ce qui se présente. 11h16. 11h17. Rien. 11h18. Toujours rien. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Les bombes ne se sont pas déclenchées. Alors Eric et Dylan vont à leur voiture, ils enfilent chacun un grand manteau noir et on les voit prendre des armes. Et maintenant, ils marchent vers l'ouest du lycée.
Ils grimpent l'escalier et ils arrivent au point le plus haut. De là, ils ont une vue d'ensemble sur les parkings et sur la sortie de la cafétéria. La première partie de leur plan n'a pas marché, les bombes n'ont pas explosé, alors ils passent à l'acte 2. « 11h19. Un habitant appelle le 911. Allô? Il y a eu une explosion dans un champ près de chez moi? Oui, une explosion au milieu des champs. Ça a mis le feu, quoi. Le champ est à 800 mètres de l'école. Et cette explosion, c'est une diversion imaginée par nos deux lascars pour éloigner les policiers et les pompiers. Et d'ailleurs, ça marche. On entend les sirènes qui vont sur place. Au même moment, Eric Harris crie « Go! Go !» Sous leur manteau, ils ont des 9 mm semi-automatiques et des fusils à pompe. 2 élèves sont en train de déjeuner dans l'herbe. Les 2 élèves sont touchés. Ça va? Tu vas bien? La fille ne va pas survivre. Le garçon est touché à la colonne. Eric enlève son manteau et il se met à tirer sur 3 élèves. Ensuite, il se retourne et il tire en direction d'un groupe dans l'herbe. Et là, un gamin est grièvement blessé. Dylan s'approche et il lui tire. Une balle dans le dos, à bout portant. Un autre élève bouge encore et... une balle dans la tête. Et puis Dylan va vers la cafétéria, sûrement pour voir pourquoi les bombes n'ont pas explosé. Mais il ne rentre pas. Et pendant ce temps, Eric continue de défourailler. Une lycéenne court vers la cafétéria pour se mettre à l'abri. Dans la cafétéria, les lycéens sont sous les tables. Au même moment, les premiers appels commencent à arriver au 911. 911, quelle est votre urgence? Apparemment, il y a une fusillade au lycée de Columbine. Ok, nous avons des personnes qui sont en route. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires? Non, aucune. 911, quelle est votre urgence? Il y a une fusillade. Oui, madame. Une fusillade au lycée de Columbine. Oui, madame, nous avons des personnes en route. Ok, très bien. À l'intérieur, Patty Nilsson, professeure d'art plastique, est avec un élève. Et à travers la porte vitrée, elle voit une silhouette armée. Elle s'avance, le type pointe son arme et tire. Elle est blessée à l'épaule, au genou, à l'avant-bras, mais elle parvient avec son élève à se mettre à l'abri dans la bibliothèque. À ce moment-là, arrivent les premières voitures de police. On les entend au loin. 11h24. Premiers échanges de coups de feu entre les policiers et les 2 adolescents. Ensuite, l'un des policiers est à court de munitions. Eric et Dylan en profitent pour avancer dans les couloirs. Ils tirent sur tout ce qui bouge. À la cafétéria, c'est la panique. Les gamins sortent de leur cachette et se mettent à courir en se marchant dessus. C'est le chaos. Dans la bibliothèque, Patty, la prof d'art plastique, est cachée sous la table. Elle appelle le 911. Je suis professeur au lycée de Columbine. Il y a un étudiant armé, c'est la panique. Je suis dans la bibliothèque. Baissez-vous les enfants, mettez-vous sous les tables les enfants. Je ne sais pas qui est cet étudiant. Lorsque je l'ai vu, il était dehors. Oh mon Dieu! Il a tourné son arme droit sur nous. Il a tiré et la vitre a éclaté. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Ils sont 56 dans la bibliothèque, cachés comme ils peuvent, tétanisés. 56 qui entendent les tirs qui se rapprochent. À 11h29, Eric et Dylan entrent dans la bibliothèque. Debout! Et Eric se met à tirer devant lui. Un élève est blessé par des éclats de bois. Ensuite, ils se dirigent tous les deux vers la fenêtre. Et ils posent leur sac à dos. Et au passage, ils dézinguent un élève planqué près des ordinateurs. Et Eric, depuis la fenêtre, à genoux, se met à tirer vers l'extérieur, en visant tour à tour la police et les élèves qui s'enfuient. Pendant ce temps-là, Dylan retire son grand manteau noir et il s'occupe des 56 élèves planqués sous les tables de la bibliothèque. Et là, Eric se joint à lui et c'est un carnage.
À un moment donné, allez savoir pourquoi, Eric demande à une gamine. Tu veux mourir? Non, non. S'il te plaît. Alors, il l'épargne. Et à ce moment-là, Dylan dit. Hé, Eric, viens voir. Il y a un noir ici. Ils sont 2 sous cette table, dont un noir, effectivement. Eric se met à rire. Vous allez tous mourir. On va la faire sauter, cette école. Et là, Dylan attrape Isaiah Showers, le jeune noir. Il veut le faire sortir de sous la table. Eric arrive, pas la peine. Il tire. Le gamin est mort. Parfois, Eric et Dylan tuent sans sommation. Parfois, ils parlent avec les élèves, qui tentent de sauver leur peau. Qu'est-ce que vous faites? On est juste en train de tuer des gens. Tu vas me tuer? Allez, dégage de la bibliothèque. Celui-là vivra. Pourquoi lui? On ne sait pas. Le savent-ils eux-mêmes? D'autres n'ont pas la même chance. À 11h36, les 2 tueurs sortent de la bibliothèque. Ils ont passé 7 minutes et 30 secondes à l'intérieur, pas plus. Et en 7 minutes et demie, ils ont tué 10 lycéens. Imaginez la scène après leur départ. La bibliothèque est pleine de fumée et sur le sol, une dizaine de blessés qui gémissent. Tandis que les survivants sont là, coincés sur les tables, en état de choc. Est-ce qu'ils vont revenir? Au début, personne n'ose sortir. Et puis, il y en a un qui se lève, et un deuxième, et apparaît Patty Nelson, la prof d'art plastique, qui elle aussi va se cacher ailleurs. On est resté sur place 3h30. 3h30. Qu'est-ce que vous entendiez à l'extérieur? Des tirs, des bombes, des hélicoptères, les sirènes, des vitres brisées. Je me disais juste, c'est que des enfants. Je savais que c'était des enfants. Je pensais, allez, ils sont capables de les neutraliser, allez. Eric et Dylan, les 2 tueurs, prennent alors le chemin de la cafétéria. Ils passent devant les salles de sciences, dont les portes sont vitrées. Ils voient des lycéens à l'intérieur. Ils voient leurs yeux angoissés, paniqués. Et les élèves les voient, bien sûr, mais ils n'entrent pas. À la roulette russe de cette matinée infernale, ceux-là ont sauvé leur peau. Ils ne sauront jamais pourquoi. Et puis les 2 pénètrent dans la cafétéria. Il est 11h44. Et là, la première chose que fait Eric, c'est de tirer dans les sacs de sport qu'ils ont déposés il y a une demi-heure. Les sacs qui contiennent les bonbonnes de gaz. Ça n'a aucun effet. Ils avancent au milieu des tables. Les gamins autour, ceux qui sont restés, ceux qui ne se sont pas enfuis, sont comme sidérés, figés, des statues de pierre. Et là, ils sortent de leur sac des petits tuyaux en métal qu'ils ont fourrés de produits explosifs. Des pipe bombs, des bombes artisanales. Ils en lancent une qui déclenche un feu dans un coin de la pièce. À un moment donné, ils s'arrêtent près d'une table, tous les 2, les élèves sont tétanisés. Mais non, ils prennent tranquillement chacun une bouteille d'eau et ils boivent. Et juste après, un lycéen planqué sous une table les entend dire « Aujourd'hui, le monde va vers sa fin. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons mourir. » Ils quittent tous les 2 la cafétéria à midi pile. Et ils remontent vers les étages, vers la bibliothèque. C'est leur baroud d'honneur. Dernière rafale par la fenêtre en direction des policiers, et puis, lentement, Dylan place son arme sur sa tempe, et il se tire une balle dans la tête. Eric prend son fusil à pompe, il le met dans sa bouche, et il se suicide à son tour. Leur épopée sanglante aura duré moins d'1 heure.
C'est à ce moment-là que débarquent les chaînes de télévision avec leurs grands camions satellites et qu'elles entament leur breaking news, leur direct, sans savoir bien sûr que les 2 tueurs sont morts. This is breaking news coverage from MSNBC of a school shooting in Littleton, Colorado. Here's what we know. At least 8 students shot so far, according to authorities. That's what they know about. There are 2 gunmen who they believe are still inside who are responsible for the... À 13h, le SWAT, l'unité d'élite de la police, entre dans le lycée, armes au poing. Les policiers avancent dans le bâtiment et ils découvrent des élèves terrorisés et aussi des blessés et des cadavres. Ils ne savent pas que les tueurs se sont suicidés. Alors ils avancent et au fur et à mesure, ils donnent l'ordre aux élèves derrière eux de sortir. Vous sortez, l'un derrière l'autre, en file indienne, ok? Et vous mettez vos mains sur la tête. À l'extérieur, les secours commencent à soigner des blessés. À 14h30, le président Bill Clinton parle à la télévision. La situation est encore floue, il n'a pas beaucoup d'informations. Il y a eu une terrible fusillade dans un lycée de Littleton, au Colorado. Parce que la situation est toujours en cours, je pense qu'il serait inapproprié pour moi de dire quoi que ce soit. J'espère que le peuple américain priera pour les étudiants, les parents et les enseignants. Et nous allons attendre que les événements se passent et nous pourrons en dire plus. Il est 14h38. Et là se déroule une scène qui va devenir emblématique de cette tuerie. Juste parce qu'elle est diffusée en direct par toutes les chaînes d'information. L'un des blessés, un certain Patrick Hyland, apparaît à la fenêtre de la bibliothèque. Chancelant. Il vient de reprendre connaissance et si ça continue, il va basculer la tête en avant par cette fenêtre. Alors le SWAT positionne un camion juste en dessous, 2 policiers montent sur le toit et le gamin bascule dans leurs bras comme un pantin désarticulé. Patrick est sauvé. À 15h22, 4 policiers du SWAT pénètrent dans la bibliothèque. En remontant une à une les salles du lycée, le SWAT a compté les morts. Pour l'instant, 10 cadavres. Mais ces deux-là qui sont sur le sol de la bibliothèque, la tête explosée, est-ce que ce sont des victimes? Les policiers se penchent. Les 2 cadavres correspondent à la description des 2 tueurs. À 16h30, l'école est déclarée sûre. La fusillade est officiellement terminée. Elle aura fait 13 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Dehors, les survivants racontent aux chaînes de télévision. J'étais dans la bibliothèque, je l'ai vu à travers la fenêtre abattre une fille dehors et jeter des bombes dans la cafétéria. Puis, il est entré dans la bibliothèque et a tiré sur tout le monde. Il a posé son canon sur ma tête et m'a demandé si je voulais mourir. Il m'a dit qu'il tuerait les noirs, les sportifs et tous ceux qui portent une casquette. Je me suis mise à pleurer, à crier, je l'ai imploré. Alors il a tiré sur une fille qui était en face de moi, puis il a tué un garçon parce qu'il était noir. Et maintenant commence l'enquête. Pourquoi cette tuerie? Pourquoi ces 2 gamins à peine pubères se sont-ils lancés dans ce massacre? Les chaînes de télé commencent à dire que les gamins appartiennent à la mouvance néo-nazie, qu'ils n'aimaient ni les sportifs ni les noirs. Mais qu'avaient-ils vraiment dans la tête, ces 2-là? Dylan Klebold était un adolescent sans histoire. Papa ingénieur, maman qui travaille dans le social. Sans histoire, mais déprimé, introverti et influençable, qui avait l'impression que personne ne le comprenait. Alors qu'Eric Harris, lui, c'était un leader. Sur son cahier de correspondance, sous sa photo, il y avait écrit « I'm God », je suis Dieu. Il se considérait comme un être supérieur. Il était narcissique. C'était un fils de militaire. On s'aperçoit qu'il était travaillé depuis longtemps par une envie de domination et une envie de tuer. Et tous les 2
Dylan et Eric, étaient élèves de ce lycée, où ils étaient des sortes de têtes de Turcs. On a retrouvé des images vidéo où on les voit dans le couloir se faire bousculer, brimer, moquer par les sportifs du lycée. C'est ça qui a nourri leur haine. Chez eux, les policiers découvrent un film où on les voit qui s'entraînent à tirer dans une forêt. Ils ne sont pas tout seuls. Ils ont plein d'amis autour d'eux. C'est une putain de balle, ça. Imagine ce que ça ferait dans le crâne de quelqu'un. Ah, je me suis fait mal au poignet, bordel. Et les armes alors, d'où viennent-elles? C'est une copine de Dylan, figurez-vous, qui les a achetées chez l'armurier. Le plus simplement du monde, une gamine de 18 ans. Les policiers trouvent le journal intime d'Eric Harris dans sa chambre. Sa colère et ses pulsions meurtrières apparaissent 1 an avant la tuerie. Et plus on s'approche du jour J, plus elles grandissent. Le 22 novembre 1998, 6 mois avant de passer à l'action, Eric écrit « Écoutez bien, vous tous. Aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche dans mon histoire. Avec Dylan et quelqu'un que je ne nommerai pas, nous sommes allés en ville et nous avons acheté les choses suivantes. Un fusil de chasse calibre 12, double canon. Un fusil à pompe calibre 12. Une carabine 9 mm, 15 balles de calibre 12, 40 cartouches pour fusil de chasse, 2 couteaux à cran d'arrêt et des chargeurs de carabine. Nous avons des armes. Vous êtes morts, sale fils de pute. Loser, c'est terminé maintenant. C'est le point de non-retour. » Dylan aussi tenait un journal intime. Leur action y est décrite noir sur blanc. Entrer dans le lycée. Poser des bombes à 11h09 pour qu'elles explosent à 11h17. Sortir. Préparer des voitures piégées. Aller à Clemens Park, revenir à 11h15, se garer, préparer les voitures piégées pour 11h18, sortir, se placer en haut des collines et attendre quand les premières bombes explosent, attaquer, prendre son pied. 4 mois avant de passer à l'action, Eric et Dylan réalisent une vidéo dans le cadre d'un projet scolaire. C'est très intéressant. C'est l'histoire de 2 tueurs à gages embauchés par un élève martyrisé par ses camarades. Ils portent les mêmes manteaux longs, noirs, que ceux qu'ils portaient lors du massacre. Et on les voit déambuler dans le lycée avec des armes en plastique qui tuent des élèves. Terrible vidéo prémonitoire. Et à la fin du film, ils s'adressent à la caméra et ils crachent leur haine. Espèce de misérable pourriture! N'emmerde pas ce gamin! Si tu continues, je t'arrache ta putain de tête et je te l'enfonce si profond dans ton cul que tu vas tousser des pellicules pendant 4 mois. J'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Si tu le touches encore une fois, je vais te buter. Je vais sortir mon flingue et exploser ta putain de tête. Est-ce que tu comprends, espèce de petit tas de merde? 4 mois avant la fusillade, ce film était en quelque sorte une répétition générale. Europe 1, On de la raconte. Je viens de vous raconter la tuerie de Columbine aux États-Unis en avril 1999 et maintenant je suis avec 2 spécialistes des États-Unis. L'une est chercheuse, Marie-Cécile Nave. Vous êtes chercheuse à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Vous êtes une spécialiste des États-Unis. Et l'autre est journaliste, Gérald Olivier. Vous êtes journaliste franco-américain. Vous avez notamment un blog qui s'appelle France Amérique. J'aimerais vous demander assez simplement à tous les deux, au fond, ce que vous inspire cette histoire. Parce qu'à partir de maintenant, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, au-delà du fait que peut-être ces 2 gamins, Marie-Cécile Nave, étaient des dérangés mentaux? Oui, c'est une histoire qui fascine toujours l'Amérique parce que des jeunes qui tuent d'autres jeunes, qui tuent leurs camarades de classe, ça a un côté vraiment irréel. Ça se passe aux États-Unis, c'est pas anodin, dans un pays où il y a 300 millions d'armes en circulation, où il y a une culture du cow-boy et parmi les mythes fondateurs de self-defense et de la liberté absolue du port d'armes qui est garantie par le 2e amendement de la Constitution. Et puis il y a des éléments plus individuels, plus propres à l'histoire de ces deux lycéens. Donc vous, les armes sont un facteur déclenchant? Oui, on le sait pas forcément pour moi, mais c'est
les centres de recherche, les universités, les spécialistes qui travaillent là-dessus, aux États-Unis en particulier, établissent un lien de corrélation directe entre les États fédérés qui ont une législation plus libérale sur le libre port d'armes et le taux de vente. Alors à l'époque, je me souviens pas honnêtement. Oui, 99. Je me souviens pas à l'époque si c'est un État républicain ou démocrate, mais voilà, il y a une corrélation. Et après, il y a d'autres facteurs explicatifs personnels et collectifs, mais peut-être on y reviendra. On y reviendra. Gérald Olivier. Oui, alors écoutez, le récit est évidemment glaçant. Et ce qu'évoquait Madame Nave à l'instant, c'est que comme les armes sont en effet à disposition, lorsque ce type d'incident se produit aux États-Unis, les conséquences sont peut-être plus graves qu'ailleurs. Il est exact que les armes à feu sont dans l'ADN des États-Unis. C'est la fondation même des États-Unis a mis en avant le colon qui a besoin de son fusil, à la fois pour affronter une nature qui lui est hostile, oui, et des tribus qui le sont potentiellement également. On est dans un monde étranger et sauvage, et il y a toujours, avant même la naissance des États-Unis, dès les colonies d'Amérique, il y a ce mythe de l'homme et de son fusil qui a été ensuite, mis en avant pendant la Révolution, parce que la guerre d'indépendance des États-Unis, c'est une guerre qui n'est pas menée par une armée régulière, mais qui est menée par une milice, par des citoyens armés contre une armée régulière qui est l'armée britannique. Et à la suite de cette révolution, on a respecté le droit de ces citoyens à posséder une arme, et c'est pour ça que le deuxième amendement de la Constitution est venu mettre ce droit par écrit et le garantir. Il a été, défié à de très nombreuses reprises par différentes cours dès le début du 19e siècle, parce que dans le texte même de cet amendement, on précise que c'est par le besoin d'une milice que les citoyens doivent être autorisés à disposer d'une arme. À cette époque-là, les États-Unis n'ont pas d'armée régulière. À partir du moment où ils auront une armée régulière, on peut considérer que cet amendement pourrait être réécrit. Ça n'a jamais été le cas. Pardon de zapper un peu votre argument, parce qu'au fond, les armes sont là à disposition. C'est la grande différence avec la France. 2 ados de 17 et 18 ans qui veulent commettre une tuerie comme celle-là en France vont avoir un gros problème pour se procurer les armes. Mais enfin, rien n'a jamais démontré que, par exemple, il y a plus de tueries à la campagne parce qu'il y a plus de chasseurs et donc plus d'armes dans les maisons qu'il n'y en a en ville parce qu'il y a moins de chasseurs et donc moins d'armes dans les appartements. Vous avez raison, c'est pas le seul facteur explicatif. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ? Même s'il y a quand même une fusillade de masse par jour aux États-Unis, une fusillade de masse, c'est au moins 4 morts. Il y a d'autres facteurs explicatifs dans cette histoire en particulier et dans d'autres. Et là, je renvoie aux travaux qu'a effectué un sociologue américain qui s'appelle Michael Kimmel, qui est connu en particulier pour un livre dont le titre est devenu célèbre parce que le titre c'est Angry White Men, les hommes blancs en colère. Et ce que vous dites tout au début de votre récit, c'est que l'un des 2 tueurs est en colère. Il est en colère, il est dans une... C'est écrit sur son t-shirt. C'est écrit sur son t-shirt, absolument. Et ils sont tous les 2 dans un esprit de vengeance par rapport à leurs camarades, parce que comme vous l'avez dit également, ils étaient harcelés. Martyrisés. Ils étaient harcelés. Heureusement, tous les harceleurs ne dézinguent pas leurs camarades, évidemment, heureusement. Mais il y avait aussi un harcèlement à caractère homophobe. Et c'est ce qu'explique Kimmel, qui a travaillé sur un grand nombre de tueries de masse aux États-Unis, notamment dans des écoles et des lycées. Et il dit, très souvent dans le passé de ces hommes, car ce sont toujours des hommes qui commettent des meurtres de masse aux États-Unis, il y a un rapport à la masculinité hégémonique qui est problématique, c'est-à-dire un rapport très normé, très formel, assez standard de violence, de pouvoir garder le contrôle sur soi et sur les autres, de pouvoir garder le pouvoir et d'être très très mal à l'aise par rapport aux accusations d'homophobie, aux accusations de faiblesse. Et c'est peut-être pour ça qu'ils en veulent aussi aux sportifs. C'est intéressant comme thèse. Ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, on n'est pas certain qu'ils étaient homosexuels. On les traitait de fagots, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. PD, PD, voilà, littéralement. Voilà, PD. Mais ils étaient très jeunes, 17, 18 ans. On leur connaissait des petites amies, vous savez, le genre de truc qui rassure toutes les mamans. Il a une petite amie, donc il n'est pas homosexuel. Mais ils sont morts trop jeunes pour qu'on sache s'ils étaient homosexuels. Mais c'est vrai qu'ils étaient ressentis comme tels parce qu'ils ne faisaient pas de sport. Moi, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Eux, Eric et Dylan, disent qu'ils étaient martyrisés par les sportifs de l'établissement. Alors c'est quelque chose qui est sans doute à resituer dans le contexte de la culture américaine. Gérald Olivier,
Parce que aux États-Unis, le sport, l'équipe de football où papa était déjà joueur et où grand-papa était déjà joueur et où fiston prend sa place dans la lignée, compte énormément, beaucoup plus qu'en France. C'est quelque chose qui est important à rappeler, ça. Oui, en même temps, sans caricaturer, mais faut le rappeler. C'est-à-dire que les études aux États-Unis, notamment les études en ce qui concerne le lycée, sont beaucoup moins poussées et beaucoup moins scolaires qu'elles le sont en France. Et on va donner beaucoup plus d'espace à des activités que l'on considérait comme n'ayant pas leur place dans un lycée français. Et il faut savoir que, en général, les cours s'arrêtent vers 14h et que l'après-midi est consacré aux activités sportives. Et tout en sachant que les élèves qui eux-mêmes participent à ces activités sportives, parfois se lèvent à 5h du matin pour aller s'entraîner avant le début des cours. Moi, j'ai connu ça parce que j'avais une cousine qui était dans une équipe de natation à Los Angeles. À 14-15 ans, elle avait une vie qui était infernale, debout à 6h tous les jours, dans l'eau de 7 à 9. Après, elle allait en cours de 9 à 15. Mais c'est très valorisé, 18, elle était encore dans l'eau. C'est valorisé par la culture scolaire américaine. C'est l'équipe de sport, être dans l'équipe de football qui va jouer dans les championnats universitaires, qui a battu telle ville en telle année, etc. Alors, attention, parce qu'en France, on fait beaucoup de sport à l'école. En France, on est les champions du nombre d'heures de sport dans la scolarité en Europe. Ceci dit, c'est plus l'image du sport, la manière dont on envisage le sport dans la vie quotidienne et comme un moyen de se dépasser, comme un moyen de devenir quelqu'un de bien, comme un moyen de réussir dans la vie aussi quand on réussit pas à l'école. Beaucoup plus que dans la culture française. Et effectivement, dans les lycées et à l'université en particulier, la compétition sportive, surtout masculine, là-dessus c'est un point commun avec nous, est extrêmement valorisée. Ça peut vous dédouaner de mauvais résultats scolaires pour entrer dans les universités. Ça vous permet aussi de vous faire un réseau professionnel. Et effectivement, le sportif populaire des lycées, on a tous vu des séries américaines ou des films américains qui sont assez réalistes en ce sens. Le capitaine de l'équipe de football dit américain pour nous dans un lycée ou à l'université, c'est un héros, c'est quelqu'un que tout le monde adule, avec qui toutes les filles veulent sortir, etc. Et probablement que les deux tueurs dont on parle ici, pour ce qu'on connaît de leur psychologie et de leur rapport aux autres, qui était sans doute problématique, ne se reconnaissaient pas dans ce modèle-là, et ça participe aussi de leur sentiment d'infériorité. On peut ne pas être sportif dans un lycée américain où on en bave? Oui, bien entendu, on peut ne pas être sportif. Maintenant, on va toujours se retrouver un petit peu sur la touche. Souvenez-vous du roman de Salinger, L'attrape-cœur, le sujet de l'attrape-cœur. Holden Caulfield, c'est un personnage qui déteste les sportifs lui aussi. Bon, il n'aura pas fait les dégâts qu'ont fait ces deux monstres de Columbine, mais peu importe. Mais y a deux choses à rappeler. C'est vrai que le sport dans un lycée, c'est aussi une forme de bonding, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de sentiments autour de l'équipe. Il y a les joueurs qui sont dans l'équipe, il y a les filles qui soutiennent ces joueurs, il y a souvent mais on a souvent derrière il y a des pom-pom boys aujourd'hui et des gens qui font des acrobaties pour soutenir l'équipe entre deux phases de jeu. Vous avez le public qui le samedi va venir assister au match. Vous avez une certaine vie, notamment dans les provinces américaines, dans l'Amérique profonde, qui est rythmée autour du match de football américain. Tous les samedis après-midi, on vient au match et puis après le match, on se retrouve pour en discuter autour d'une bière, etc., etc. Si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, c'est vrai que vous êtes inévitablement marginalisé. Maintenant, le sport n'a pas que ce but-là. Marie-Cécile Nave l'évoquait brièvement. Il y a aussi le rôle d'ascenseur social. On peut voir que par le sport, un certain nombre d'étudiants qui n'auraient pas les moyens de poursuivre les études ont accès à des études supérieures, quitte après à faire une carrière extrêmement rémunératrice. Parce que toute université a besoin de bons joueurs d'une bonne équipe. Parce que il y a de l'argent derrière aussi. Vous avez un championnat privé et vous avez des donations et vous avez d'anciens joueurs qui vont soutenir financièrement une université. Donc avoir une équipe de sport de haut niveau pour une université, c'est très important. Mais tout ça, j'ai l'impression, n'explique pas que deux gamins de 17 et 18 ans se mettent à tuer les autres. C'est-à-dire, on bute dans cette affaire quand même sur une explication. Marie-Cécile Nave. Il y a sans doute une part qui nous échappera toujours. C'est la conjonction, je disais, de facteurs structurels et puis de facteurs individuels. On sait qu'il y avait un passé psychiatrique pour Eric. Pour Eric Harris, dont la mère de Dylan dit il est psychopathe.
Il était psychopathe, c'est-à-dire qu'il a embrouillé son fils, il l'a embarqué dans quelque chose qui dépassait complètement le gamin. Sans doute que pour tuer 13 personnes qu'on connaît, il faut certainement avoir un trouble psychiatrique ou psychologique d'une quelque nature que ce soit. Et puis chez l'un des deux aussi, il y a cette fascination pour la culture militaire et pour la violence. Eric Harris aussi, dont le père était militaire. Voilà, et ça joue certainement, et tous les extraits que vous avez passés avec l'exposé qui a été fait en classe, avec les sortes de jeux de rôle qu'ils ont réalisés aussi sur leur ordinateur participent de cela. On a beaucoup accusé aussi à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le rôle des jeux vidéo, en disant qu'ils avaient été complètement fascinés par la violence qu'on trouve dans les jeux vidéo et que donc ça serait un peu de la responsabilité de ce divertissement-là. Et on a accusé aussi Marilyn Manson, c'est-à-dire la musique gothique et métal, mais au final, est-ce qu'au fond, il ne consommait pas des jeux vidéo violents, des films violents et de la musique violente, parce que même... Si, sans doute. C'est-à-dire, il faut probablement inverser les facteurs. Oui, c'est pas la musique et les jeux qui les rendent comme ça, ces jeux les intéressent parce qu'ils sont tordus. Je suis tout à fait d'accord. Merci à tous les deux. Je renvoie à vos 2 livres actuellement dans les librairies. Kennedy, Le temps de l'Amérique, aux éditions Jean Picolec, signé Gérald Olivier. Oui, merci. Et Marie-Cécile Nave, Trump, la revanche de l'homme blanc, aux éditions Textuelles. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.